Bien, moi je vais m'exprimer sur d'autres Sonderkommando que les Sonderkommando d'Auschwitz, qui sont probablement moins connus, mais aussi parce que ces faits sont plus méconnus, surtout en Europe occidentale. Il s'agit des Sonderkommando de l'opération 1005, c'est-à-dire ces commandos spéciaux juifs, évidemment, qui ont été chargés de déterrer, d'abord de retrouver les fosses. Mais ça, évidemment, les nazis en étaient informés parce qu'ils s'appuyaient sur les rapports des Einsatzgruppen. Les fosses à l'est, innombrables, densément peuplées de cadavres, et évidemment de les faire disparaître. C'est une opération gigantesque et qui évidemment s'inscrit dans un contexte, celui de l'opération Barbarossa, puisque à partir du 22 juin 1941, à partir du moment où les troupes allemandes entrent en ex-URSS, eh bien à la suite des 4 grands corps d'armée qui d'abord vont conquérir le groupe A, les Pays-Baltes, et puis le groupe B, l'Ukraine, le groupe C, l'Ukraine du Sud, et le groupe D, donc ces 4 corps d'armée filant à destination de Moscou. À leur suite, il y a 4 groupes appelés Einsatzgruppen, subdivisés d'ailleurs eux-mêmes en plusieurs commandos, dont la mission est de traquer et de liquider, d'exécuter les opposants au Reich, terme mystérieux qui signifie les commissaires politiques, les résistants et les juifs, et très vite d'ailleurs tous les juifs, c'est-à-dire une réorientation de la cible à partir de juillet-août 41, des hommes qui d'ailleurs pour beaucoup ont déjà été liquidés, vers les femmes et les enfants. Pour avoir un ordre de grandeur de la situation et du rythme effréné de ces exécutions de masse, à l'hiver, c'est-à-dire décembre 1941, si on se base d'ailleurs sur le rapport Jaeger, les Einsatzgruppen envoient chaque jour les comptes rendus et les chiffres de ces exécutions de masse au RSHA de Berlin, et le fameux rapport Jaeger de décembre 1941, écrit donc par l'un d'entre eux, Karl Jaeger, déclare les Pays-Baltes entièrement judenfrei, c'est-à-dire que tous les juifs des Pays-Baltes ont, au mois de décembre 1941, été assassinés. En 1942, c'est la grande liquidation des ghettos, selon un schéma d'ailleurs très organisé, de l'Estonie, si vous voulez, aux marges de la Roumanie. Les liquidations se font dans un ordre raisonné, et au printemps 42, on peut considérer qu'il n'y a plus de juifs dans ces territoires, ou des populations extrêmement résiduelles et esclavagisées. C'est principalement ces populations-là qui vont être chargées de la basse besogne. Alors comment s'organise-t-elle ? On peut aujourd'hui très concrètement et très facilement décrire ce qui s'est passé. Ça commence en mai 42, et il y a l'un des principaux commandants de Sonderkommando, et là quand je dis Sonderkommando, ça n'est pas les Sonderkommando juifs, mais il faut bien comprendre que les Einsatzgruppen étaient eux-mêmes divisés en Sonderkommando, et ici il s'agit de Paul Blobel, qui était le chef de l'Einsatzkommando 4A du groupe C. Donc c'est lui principalement, avec Jekyll et Rasch, qui a organisé la grande série d'exécutions pendant 2 jours des juifs de la ville de Kiev dans le Babillard. Donc c'est un extraordinaire criminel de masse qui a par la suite cédé à l'alcoolisme et à des accès de folie, ce qui lui a valu d'être démis de sa position dans la SS. Et donc il est rapatrié à Berlin, et puis une seconde chance lui est accordée de redevenir SS et de travailler pour l'idéal du Reich au mois de mai 42, lorsqu'il est convoqué par Heydrich. Heydrich l'envoie chez Müller, le chef de la Gestapo, et Paul Blobel, au procès des Einsatzgruppen, qui est l'avant-dernier procès des procès de Nuremberg, fera cette déclaration sur ce que Müller lui dit à ce moment-là. Le Gruppenführer Müller m'a confié la tâche d'effacer les traces des exécutions effectuées par les Einsatzgruppen à l'Est. Mes ordres étaient de faire mes rapports en personne aux généraux en chef de la police de la sécurité et du SD, de faire passer oralement l'ordre de Müller et d'en superviser l'exécution. Cet ordre était top secret, et le Gruppenführer décréta que, en considération du secret absolu dont cette mission devait faire l'objet, aucune correspondance écrite ne serait autorisée. Blobel doit ensuite, il a la charge de trouver par quels moyens faire disparaître les corps. Et donc il va se former au camp de Chelmno, où il attend un nombre considérable de cadavres, sur lesquels, passez-moi l'expression, il va se faire la main à travers différentes techniques, et notamment, ça a été cité d'ailleurs par Philippe Ménard, la dynamite. D'où ces rumeurs qui ont ensuite circulé effectivement de l'emploi de la dynamite sur les juifs. Il y a eu plusieurs exemples d'ailleurs, même sur des victimes vivantes, mais ça c'est dans un autre contexte.
Donc Blobel va essayer la dynamite, il va essayer toutes sortes de combustibles incendiaires, il va tenter de trouver différentes dispositions d'organisation des cadavres entre eux pour les faire brûler dans d'immenses charniers. Les bûches placées entre les corps inertes, l'essence, les moulins à eau pour réduire les restes à l'état de poussière, tout cela servit en premier lieu aux responsables des camps d'extermination de Belzec, de Sobibor et de Treblinka, qui avaient aussi de grandes difficultés à ce moment-là à faire disparaître les corps. Mais au fil de ces essais, de ces tests, Blobel va perfectionner et affiner les méthodes, notamment en ce qui concerne les techniques d'empilement des corps, pour que le rendement soit le plus efficace possible. Et puis il va arrêter ses expériences sur des charniers de forme pyramidale qu'on retrouve d'ailleurs sous cette forme dans à peu près tous les sites où eut lieu l'opération 1005. On les entrelace de bûches et on les arrose d'un liquide inflammable, et ça c'est une variante. Le liquide inflammable peut varier selon les sites de mise à mort et les excavations entreprises par les Sonderkommando de l'opération 1005. Mais l'entreprise est interrompue, voire abandonnée, pour deux raisons. D'abord parce qu'on est en pleine guerre et puis le vent tourne pour les troupes allemandes, et pour beaucoup, au sein de l'état-major, même de la SS, on pense que ça n'est pas le moment d'entreprendre des opérations pareilles et de mobiliser autant d'hommes du SD. Parce que tout de même si les Sonderkommando sont formés de travailleurs forcés juifs, ça mobilise tout de même un certain nombre d'Allemands, de membres du SD et de moyens surtout. Enfin, l'hiver arrivant, il semble très compliqué de procéder à ces excavations. Et donc le projet est tout simplement abandonné. Mais il ne sera pas abandonné très longtemps, puisqu'au printemps 1943, ou plutôt à la fin de l'hiver, à Smolensk, dans la forêt de Katyn, on va découvrir les 4000 corps des officiers polonais exécutés par le NKVD. À ce moment-là, on ne sait absolument pas que c'est le NKVD. L'affaire est médiatisée, ça fait un tollé mondial dans la presse, et les nazis évidemment disent que ce n'est pas eux, mais les soviétiques prétendent la même chose, et chacun se renvoie la balle, tout cela ayant pour effet que Hitler et les responsables de la solution finale perçoivent l'affaire de Katyn comme un message d'alerte. C'était le signe pour eux que devant une possible défaite, il devenait urgent maintenant d'effacer les traces des massacres perpétrés en Union soviétique. Et c'est pour ça que Himmler relança aussitôt la mission que Heydrich avait assignée à Blobel, formant à la hâte un commando qu'il plaça sous son commandement, et c'est le fameux Sonderkommando 1005. À partir de là, c'est véritablement une gigantesque opération qui est entamée. Alors les fosses, évidemment, elles sont innombrables, particulièrement en Ukraine, mais il y a des sites dans chacun de ces lieux, dans chacun de ces pays, qui vont être favorisés, pointés en premier lieu par le chef des opérations Paul Blobel et par le SD. Principalement, c'est le site de Rumbula, près de Riga, où gisent, où sont enterrés 100 000 corps, à peu près un nombre de corps équivalent à Ponary, près de Vilnius. C'est la même chose à Kaunas, en Lituanie, au Fort Neuf, un gigantesque site de mise à mort. À peu près le même nombre de corps aussi à Piaski, dans la sablière de Piaski, à Lviv, ou Lvov, ou Lemberg, quel que soit le nom ou la langue dans laquelle on cite cette ville, et à peu près 150 000 cadavres également sur le site de Babi Yar. Donc les chiffres sont gigantesques, et les opérations et les moyens déployés le seront tout autant. Pour ce faire, ils vont utiliser les informations qui sont dans les rapports des Einsatzgruppen afin de retrouver les fosses, et d'en retrouver le plus possible, de détruire toutes les preuves de l'existence de ces fosses, et cela allait évidemment, je l'ai déjà signalé, du broyage des eaux à l'incinération des corps, et c'était une opération qui mobilisait, ou qui devait mobiliser, en moyenne peut-être 40 travailleurs juifs sur place. Dans le cadre de mon film, j'ai rencontré à peu près tous les acteurs qui ont été témoins de ces opérations. Je vais passer un premier extrait de mon film. Celui-ci est situé donc dans la sablière de Piaski, qui aujourd'hui a été recouverte par des arbres et qui est une forêt. Vous allez entendre un témoin local qui habite toujours ces lieux, qui s'appelait Adolf Wisłowski, et immédiatement après, vous verrez le témoignage qu'a donné l'un de ces Sonderkommando dans cette même forêt au procès d'Adolf Eichmann, Léon Wells, que j'ai aussi interviewé, il est malheureusement décédé depuis. Voilà donc le premier passage, et la manière, il raconte la manière dont s'organisaient les excavations et les procédures par lesquelles on faisait disparaître les corps. Як вже фронт перейшов, почався
Lorsque le front a commencé à basculer vers l'ouest, ils ont de nouveau fait venir un groupe de juifs. Ils étaient entourés de barbelés. On leur a construit un abri et ils sortaient tous les corps de la fosse et les brûlaient. C'était entre l'automne 43 et le début 44. Dans cette forêt, 59 fosses ont été creusées. Plus tard, ils les ont ouvertes pour brûler les cadavres. Cela a duré près de 6 mois. Quand ils faisaient cela, ils continuaient à faire venir des gens pour les fusiller, même si c'était plus rare. Dr. Wells, please. What did you have to do? We used to uncover all the graves that were people killed during the last 3 years, and uncover, take out the bodies, make up pyres, and burn these bodies, grind the bones, pick out all the valuables in the ashes, like gold teeth, rings, and so on. Separate them. After grinding the bones, we used to put out the ashes in the air so they disappear. Blend over the graves back, seed back, blend so nobody can recognize whenever it was their grave. Yes. In addition to it, they used to bring new people, new victims. They were shot there. They got undressed there. They were shot there, and we had to burn these new bodies too. Ils savaient où se trouvaient les fosses. Ce n'est pas nous qui les avons trouvées. Ils disaient, ici il y a une tombe, ici une autre, et une autre là. Et nous avons rouvert les tombes, déterré les corps. Nous déterrions en moyenne 1000 corps par jour. Et chaque soir, un SS venait au campement. Et nous devions lui donner l'or. Et chaque chose que nous étions censés leur remettre. Puis ils repartaient avec tout ça. Il venait tous les soirs, à la tombée de la nuit. C'était l'horreur. Marcher sur la route alors qu'on assassine. On a du mal à passer à côté d'un abattoir, alors ici où les gens étaient tués. Comment voulez-vous que nous ayons vécu ça? On avait peur qu'à la fin, ils nous mettent tous dans la fosse, parce que nous étions témoins de ce qui s'était passé. Nous vivions au jour le jour. Et lorsqu'ils ont commencé à brûler les corps, quelle puanteur! Car ces cadavres étaient là depuis 2 ou 3 ans. Il régnait une telle puanteur, et la fumée montait si haut, il versait quelque chose là-dessus, que nous allions nous réfugier loin dans les champs. Alors, au sein des commandos juifs, des Sonderkommando, chacun avait une fonction bien définie, les choses étaient organisées, et d'ailleurs Léon West le rappelle en partie dans le passage que vous avez vu, passage évidemment très incomplet, mais c'est à peu près tout ce qui reste aujourd'hui de son intervention filmée en tout cas au procès d'Adolf Eichmann. Il rappelle que, et ça c'est vrai dans tous les sites des excavations, qu'il y avait un brandmeister, parfois 2 brandmeisters, c'est-à-dire sa fonction était d'entretenir le brasier en permanence, gigantesque brasier. Il y avait le Zeller, celui qui devait compter les cadavres étaient listés par les Einsatzgruppen et les comptes des personnes ou des corps brûlés devaient correspondre au nombre des personnes recensées et tuées dans la fosse par les Einsatzgruppen. Et il y avait donc ces procédés méthodiques que devaient aussi entretenir les prisonniers juifs, c'est-à-dire placer les corps au milieu des bûches, puis les arroser d'un produit explosif ou inflammable, et parce qu'ils étaient évidemment, comme à Auschwitz, les témoins privilégiés du génocide, les commandos de travailleurs forcés étaient régulièrement exécutés puis remplacés, bien que, et Léon Wells nous l'apprend dans son témoignage, normalement il devait être remplacé à peu près tous les 15 jours, mais finalement il y avait une sorte de complaisance de la hiérarchie qui mentait en disant les remplacer, mais ne le faisant pas, parce que, non pas par mansuétude, non pas par pitié ou par intérêt pour les prisonniers, mais parce qu'il était devenu extrêmement compliqué de les remplacer. Il n'y avait plus de juifs sur place capables de le faire, et il fallait faire venir des prisonniers juifs, d'Auschwitz notamment, ce qui, en ces temps de contre-offensive soviétique, était extrêmement compliqué. Et donc finalement, on les gardait plus longtemps que prévu, et c'est la raison pour laquelle certains d'entre eux ont pu réussir à survivre. Alors, vous l'aurez compris, ces excavations se faisaient au milieu de la population, et les populations locales y ont largement assisté.
Dans l'extrait numéro 2 que je vais vous présenter, vous allez entendre Regina Jablonka, qui est une habitante de Vilnius et qui avait à l'époque un métier très particulier puisqu'elle était cuisinière pour les Lituaniens chargés des exécutions en forêt de Ponary, c'est-à-dire les tueurs de masse, puisque très rapidement les Einsatzgruppen allemands ont délégué les exécutions à des unités supplétives locales. Et elle a donc assisté à toutes les exécutions de la forêt de Ponary, enfin elle y a assisté, elle a entendu et elle a vu ce qui se passait, mais sans en être nécessairement un témoin. Elle n'assistait pas aux exécutions, elle préparait les repas dans une petite maison qui était en bordure de la forêt, à quelques centaines de mètres des exécutions qui avaient lieu tous les jours. Et dès lors que le moment de l'opération 1005 a commencé, eh bien, elle a pu témoigner devant moi de la manière dont elle se passait, du moins de la manière dont elle percevait que cela se passait. Et ça, c'est donc l'objet du deuxième extrait que je vous présente maintenant, donc à Ponary, à Vilnius. Приходили к нам евреи, которые Ces Juifs venaient nous demander des aliments. Il s'avère que dans la fosse en ciment, ils avaient installé un groupe de travailleurs juifs qui devaient déterrer les corps, les empiler, les arroser d'essence et les brûler. Quelques-uns venaient donc accompagnés de gardes nous demander à manger. Regina Jablonskaya, qui préparait le repas des tueurs lituaniens en forêt de Ponary, à la sortie de Vilnius, a été témoin des excavations de l'opération 1005, pratiquée dans les fosses de stockage qui ont englouti près de 100 000 personnes. Elle a vu le calvaire des Juifs forcés de déterrer et de brûler les cadavres. Vous saviez ce qu'ils faisaient là-bas? Bien sûr qu'on le savait. Comment pouviez-vous le deviner? Ils auraient pu y faire autre chose. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre? On les a installés dans la fosse et ils s'occupaient de ça. Ça sentait mauvais. Les flammes montaient très haut. Les gens du village disaient que c'est Ponary qui brûlait. Ce qui se passait était clair. Les gens ne sont pas bêtes. C'était un travail terrible pour ces Juifs. Terrible. En plus, ils habitaient dans cette fosse. En arrivant une fois le matin, mon Dieu, quel désordre on a trouvé. On s'est demandé ce qui s'était passé. Il se trouve que pendant la nuit, les Juifs s'étaient évadés. Quand ils déterraient les corps, il restait des richesses sur les cadavres. Certains avaient encore des dents en or, d'autres des bagues. Les Juifs les ramassaient et les donnaient à leurs gardes autrichiens. Par ailleurs, ils avaient creusé un tunnel. Ils transportaient le sable dans leurs poches. C'est pour ça qu'ils payaient les gardes, pour faire ce tunnel. C'est un des survivants qui l'a raconté. Je ne sais pas combien ont été rattrapés et fusillés, mais au bout du compte, seuls 2 ont réussi à s'échapper. Par la suite, l'un d'eux est revenu par chez nous et il nous a tout raconté. Alors ce que dit Regina Jablonska est une des particularités de ce qui s'est passé sur l'opération 1005, c'est-à-dire que partout il y a eu des évasions et des révoltes. Pour une raison simple, c'est que dans les territoires conquis, et Léon Wells l'explique très bien, les révoltes étaient impensables dès lors que les gens avaient encore de la famille sur place, parce que les gens étaient pendus en place publique, exécutés, et que l'ensemble des commandos de travailleurs étaient eux aussi liquidés. Les commandos de travailleurs, parmi lesquels il y avait des évasions ou des révoltes. Et donc les gens ne se révoltaient pas pour cette raison, mais à ce moment-là, c'est-à-dire entre, disons, surtout 43 44, les gens n'avaient plus de famille et ils se révoltaient systématiquement. Les 2 personnes qui ont réussi à s'échapper, qui ont survécu, les autres qui se sont échappés ont été rattrapés et exécutés, sont connus. Ils s'appellent Seidel et Dugin. Et des semaines durant, donc leur commando de travailleurs forcés
avait creusé patiemment un tunnel qui a débouché de l'autre côté des barbelés du mur d'enceinte où ils étaient confinés. Et des dizaines de Juifs sont ainsi parvenus à s'évader. Ils furent tous abattus ou capturés, sauf les deux que j'ai cités. Et l'un d'entre eux a donné d'ailleurs ce témoignage par la suite, en racontant son évasion. Nous étions tellement à bout de force, ça c'est Dugin donc qui parle, que les chiens nous rattrapèrent. Nous étions sûrs de mourir sous leur croc. Mais soudain, ils se mirent à gémir en tournant en rond autour de nous, d'un gémissement de terreur, à trembler et à se coucher. Nous sentions si fort la mort, puisque nous pataugions depuis des semaines dans les fosses, que notre puanteur arrêtait même les chiens. Tous les autres, à part Dugin et Seidel, comme je l'ai dit, ont été exécutés. Alors je voulais vous montrer un autre extrait, celui d'Alex Fettelson, qui est l'un des mais je passerai au quatrième parce qu'on n'aura pas le temps. Donc Alex Fettelson, qui lui était Sonderkommando au Fort 9 à Kaunas et qui a réussi une extraordinaire évasion. Il a pu ensuite rejoindre la résistance biélorusse et je l'avais rencontré en Israël à la toute fin de sa vie où j'ai fait cette interview. Il est hélas, comme d'ailleurs Léon Wells, depuis décédé. C'est un passage un petit peu long, donc comme on est déjà très en retard. Comme on est déjà très en retard, on va aller tout de suite au dernier extrait, l'extrait numéro 4. Et là, c'est un témoignage délivré par un Waffen-SS qui s'appelle Lukas Reiter et qui était chargé de superviser les excavations, les opérations de l'opération 1005 au camp de Trotinets à Minsk en Biélorussie. C'est assez particulier cette opération du camp de Trotinets dans le sens où, cas assez unique, ce sont les prisonniers soviétiques, évidemment principalement juifs, mais enfin les prisonniers soviétiques qui sont chargés de ces basses besognes, tout simplement parce qu'il n'y a plus du tout de juifs à qui confier cette mission, et c'est donc qu'il y a une sorte de cas d'école. Il y a 100 000 cadavres à faire disparaître, et là, comme à Babillard, il n'y a plus aucune trace. Vraiment, le travail a été effectué jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée des troupes soviétiques. Juste une précision sur cette interview, j'ai menti à ce monsieur, je l'ai filmé en caméra cachée, j'ai cité son nom, ce qui est parfaitement illégal, mais je n'ai pas eu de retour de sa part. Voilà, donc extrait numéro 4 qui sera suivi ou peut-être précédé, je ne sais plus, d'une image d'archive très déstabilisante. Vous n'y verrez pas de corps, mais vous verrez tout de même qu'elle est assez significative et je vous en parlerai après. Cette archive-là dont je vous parlais à l'instant. Ces images ont été tournées par un jeune soldat allemand, de retour chez lui, à Breslau, après un an sur le front de l'Est. Sa petite sœur lui dit vouloir se débarrasser de ses jouets. Il imagine cette mise en scène et la filme. Biélorussie, ce sont des prisonniers de guerre soviétiques qui sont chargés de déterrer et de brûler les corps. Les bombes au phosphore, elles étaient mises dans le bûcher pour que ça brûle mieux. Et tous les cadavres étaient ainsi brûlés. Même les cendres ont été écrasées pour que personne ne puisse y trouver quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on n'a jamais rien retrouvé. C'était top secret. Toute la zone était bouclée. Personne ne pouvait y accéder ou en sortir. Tout était bouclé. Nous, on était assis là et on devait surveiller les prisonniers et ceux qui faisaient le travail. Ils étaient libres de leur mouvement puisqu'ils travaillaient là. Et le soir, à une heure déterminée, la journée de travail s'arrêtait. Ils retournaient dans le bunker où ils recevaient un bon repas. Après, nous avons eu recours à une astuce. On leur a dit, vous allez être libérés. Ils devaient signer les papiers de leur libération.
Et ensuite, vous savez où on les a amenés? À l'est, Non, dans le camion à gaz. Ils ont été liquidés. Il y avait un médecin, un russe, il m'a dit « Jamais on ne sera libéré ». Il parlait bien l'allemand. Jamais on ne sera libéré. J'en suis sûr. Car avec tout ce que nous savons, il est impossible qu'on nous laisse partir. Ils étaient volontaires pour ce travail. S'ils ne l'avaient pas été, ils seraient déjà morts. Et ces volontaires, parce qu'ils seraient soi-disant relâchés, ont reçu leur déclaration de libération. Puis on leur a fait prendre un bain. Comme ça, au moins, ils étaient propres. et ensuite ils devaient entrer eux-mêmes dans les camions à gaz. Oui, à la fin, oui. Ils ont dû y aller. Aucun n'a été libéré. Pour conclure et pour terminer, j'ai fini, juste une petite précision sur les premières images que vous avez vues, qui sont assez troublantes. Elles ont été faites, le commentaire le dit, très rapidement, par un opérateur du SD. Donc la fonction était de prendre des photos et de filmer sur le front de l'Est. Et il y a des images très célèbres qu'il a prises, pour lui-même d'ailleurs, à Minsk, à l'hiver 1941. C'est les fameux pendus de Minsk. Et je pense que vous avez déjà tous vu ces images. C'est lui qui les filmait, un peu moins d'un an après, sur le front de l'Est, et donc vraisemblablement et forcément après avoir filmé, ou en tout cas assisté à de nombreuses exécutions de masse. Il rentre chez lui à Breslau, et cette petite mise en scène qu'il imagine rend compte d'un certain nombre de choses. Évidemment, c'est une métaphore du génocide, c'est aussi une métaphore de l'opération 1005 et de la disparition des corps. Tout ça est résumé dans ce petit simulacre à la fois de Potence et de Bûcher au pied de la Potence, avec ces petits chiens en peluche. Il y a tout. Vous savez que à partir de 41-42, les exécuteurs, et d'ailleurs c'est l'une des raisons d'ailleurs des camps d'extermination, c'est aussi pour épargner cela au moral des troupes et des SS allemands, sombrent dans l'alcoolisme, la dépression, la folie, toutes sortes de pathologies, et le turnover devient incessant. Donc il y a à la fois un traumatisme et en même temps une espèce de fascination et de jouissance, et tout cela on la retrouve dans ces images filmées par ce jeune opérateur allemand rentré chez lui après un an passé sur les charniers de l'Est. Voilà, je vous remercie.